le fauteuil noir, le fauteuil noir. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fauteuil Noir, le podcast du Studio OG. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir les fondatrices de l'agence de marketing industriel du nom d'Industriel. Donc j'ai Pascal avec moi et Morgane. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux ? Vas-y Morgane, commence. D'accord. Alors moi du coup je suis Morgane. J'ai fait une licence en fait de commerce international de produits industriels et donc ensuite je suis rentrée directement dans l'industrie, donc métallurgie mécanique, où j'ai été assistante commerciale, plutôt administrateur des ventes export, et je suis vite passée au marketing et surtout à la communication. Et donc récemment, avec Pascal, on a fondé notre agence industrielle, une agence de communication et de marketing industriel pour les industriels B2B. Ok, et comment tu as basculé du marketing à la communication ? Même si moi, te connaissant, ça me paraît tout à fait logique et naturel. Alors, j'ai pas pu basculer d'un côté et de l'autre. J'ai des formations où j'ai fait les deux. Je pense que c'est un peu indissociable aussi, le marketing et la communication, mais dans l'entreprise, le marketing comprenait la communication. Voilà. Mais j'avais quand même une appétence bien plus importante pour la communication, la création visuelle, etc. Notamment parce que tu fais de la peinture. Notamment parce que j'ai fait les beaux-arts et que je suis aussi artiste peintre. J'ai vraiment cette touche créative en moi, donc forcément la communication m'intéresse plus que le marketing. Oui, donc moi, dans ce contexte, ça me paraît fondamental. Et toi, Pascal ? Alors moi, j'ai aussi commencé par du commerce international et une formation de marketing. Moi, je suis rentrée dans l'industrie il y a un peu plus de 30 ans. Pareil, avec une partie service export au départ. Après, j'ai fait une dizaine d'années au service informatique. Et j'ai fini ma carrière salariée, on va dire, en tant que responsable marketing pour un industriel dans la mécanique. Le même que Morgane, puisque c'est là qu'on s'est connus et qu'on a commencé à travailler ensemble et apprécier travailler ensemble. Et donc, au fil du temps, avoir envie de continuer à cette belle aventure toutes les deux. Ok. Et du coup, vu votre passif, vous êtes plutôt orienté B2B ou B2C sur votre approche industrielle ? Nous, on est clairement B2B. Ok. Et c'est des circuits qui sont plus complexes, plus longs, des circuits de décision plus longs, plus de personnes qui rentrent en ligne de compte dans les décisions. Et puis, c'est vraiment une approche qu'on connaît un petit peu, en tout cas dans les domaines dans lesquels on a travaillé. On connaît un petit peu les réseaux de distribution, les réseaux professionnels autour. Et c'est clairement plus ce qu'on connaît aujourd'hui. Ok. Et pareil pour toi ? Ah oui, Ouais. si on ne connaît presque pas d'ailleurs. D'accord. Bon, donc du coup, votre agence est vraiment plus orientée vers le B2B. Totalement orienté B2B. B2B, pardon. Et j'avais bien compris. Ok, pour en revenir à ce qui est le sujet de notre podcast, maintenant qu'on sait un peu plus qui vous êtes, donc moi j'ai envie de parler un peu dans votre approche marketing et communication liée à l'industrie, quels sont vos besoins sur un point de vue audiovisuel et photographie. Donc, dans vos activités, comment... Hop, j'ai la question. Dans vos activités, comment vous positionnez la production audiovisuelle ou la photo pour vos clients ou pour vos anciens employeurs ? Alors, la photo ou la vidéo, pour moi, c'est juste primordial quand on parle image de marque et surtout positionnement stratégique d'une entreprise industrielle. La vidéo, c'est plutôt encore sous-exploité chez les industriels, alors que c'est un format très dynamique et qui fonctionne très bien. Mais oui, le rôle réellement des images, ça va être de montrer le positionnement de la marque en un seul coup d'œil. Voilà, okay. Positionner haut de gamme, moyenne gamme ou bas de gamme. Après, on va pas se mentir, hein. Quand on est chez les industriels, ce qui va compter en priorité, c'est quand même la preuve technique. Oui. Avant la preuve
par l'image. Bien sûr. C'est-à-dire qu'un industriel, lui, ce qui va compter, c'est que le produit, la technique du produit corresponde à ce qu'attend le client et qu'à la fin, en fait, le produit remplisse la fonction pour laquelle on le recherche. Mais est-ce que justement... Alors, derrière, l'image va venir appuyer ça. voilà, C'est-à-dire que l'image va venir l'appuyer, mais ça va être aussi avec des plans, que ce soit des 2D, des 3D, ça peut être des schémas d'explication, et ça va être aussi des photos, des vidéos qui vont expliquer un petit peu le produit, comment sur des fabrications précédentes, par exemple, qu'on puisse montrer au client le résultat avec le produit, comment ça va fonctionner, et prouver, en fait, amener au-delà de la preuve technique, une preuve supplémentaire de la qualité du produit. Et là, on va plus être sur de la qualité, parce que, voilà, on a tous vu ça dans notre vie, et c'est humain. En fait, l'image, ça va être le ressenti de la qualité perçue. C'est-à-dire que si on met à quelqu'un une photo qui est floue, qui est pixelisée, qui est prise au fond d'un vieux garage sur un établi sale, ça va pas donner forcément envie d'acheter le produit. c'est ça. On voit même des sites parfois où ils vendent ça avec c'est juste un bloc, mais il n'y a pas de photo, on ne sait pas ce qu'on achète. Bah, ça fait pas envie, quoi. Oui. Alors que si on a une belle photo ou si on a une vidéo de démonstration qui met en valeur le produit, d'un seul coup, la qualité perçue elle va remonter. Et c'est en ça, vraiment, en termes de positionnement et d'image de marque, l'image, elle est essentielle aussi pour des industriels. Je rejoins complètement. Alors nous, dans le contexte d'activité audiovisuelle et photographique liée à l'industrie, on nous demande différents types de production qui sont toujours plus ou moins les mêmes. En premier lieu, des photos de produits sur fond blanc. Détouré, ouais. Le fameux détourage. Parce qu'il y a du e-commerce derrière. Voilà. Et puis parce que sur tout ce qui est catalogue, il y a besoin d'avoir les produits, il y a besoin de les voir et ainsi de suite. Et donc ça, on est amené à en faire énormément. Et je pense que c'est vraiment le premier besoin au niveau des industries sur un point de vue photo. Parce que même des industries qui fabriquent des machines spécifiques les font photographier, même des véhicules, ils les font photographier sur fond blanc et ainsi de suite. Il y a toujours le premier vecteur de communication hors commercial va être sur de la photo de produit. Après, on a pas mal de vidéos type tuto où on est sur de la présentation de produits et de son usage ou dans des cas d'usage pour que le client, justement, la preuve par l'image, réussir à comprendre comment ça fonctionne. Après, bien évidemment, il y a tout ce qui est trombinoscope, mais ça, c'est pas spécifique à l'industrie, c'est lié à tous les domaines. Et en dernier lieu, il y a le film d'entreprise. Donc, moi, le film d'entreprise, c'est un domaine sur lequel je m'épanouis énormément. On échangeait sur le sujet juste avant, et avec cette notion de faire rentrer le client dans l'industrie sans lui faire de visite, puisque beaucoup d'industries ont des contraintes de sécurité qui empêchent la visite à absolument n'importe qui. Et donc, dans ce contexte, comme on disait juste avant qu'on démarre le podcast, on avait abordé la notion de diffusion, où je vous disais que pour moi... miser sur une diffusion YouTube ou réseau social sur les vidéos industrielles, c'était un peu se tromper de cible. Et vous aviez poussé un peu là-dessus, donc qu'est-ce que vous pourriez m'en dire dans votre vision des choses? En clair, c'est-à-dire, en clair, les gens qui viennent pour acheter un produit, en fait, c'est pas ce qu'ils recherchent. Je pense que c'est plus destiné déjà à des entreprises un peu plus grosses qui ont peut-être un peu plus les moyens. C'est quand même aussi des formats qui demandent un peu plus de temps, un peu plus d'argent et un peu plus de moyens aussi des fois parce que ça fonctionne aussi beaucoup avec les drones aujourd'hui, avec des choses comme ça. Donc c'est quand même des choses où on investit un certain montant. Pour moi, c'est plus destiné à des entreprises un peu plus importantes et qui ont besoin peut-être de convaincre des gros clients
mais pas les acheteurs, les décideurs au-dessus, voir des actionnaires, des futurs partenariats, des choses comme ça, et mettre en avant effectivement plus les valeurs de l'entreprise, plus l'histoire de l'entreprise que réellement ses produits dans le détail. Effectivement, c'est souvent dans cette démarche-là, effectivement, c'est-à-dire que c'est, par exemple, en ce moment, on fait un film pour une menuiserie, et je ne citerai pas parce que c'est pas le sujet. La première approche, quand on m'a contacté, et qui était d'ailleurs celle qui a motivé leur film, a été que dans la vision du grand public, une menuiserie, c'est un mec tout seul dans son atelier qui coupe du bois et qui avance des meubles. Et d'accord. Oui, Et si on peut le mettre, ça peut être... c'est ça. Et cette entreprise, qui est une boîte d'une certaine dimension, souffrait de cette image-là. Et puisqu'ils ils ont 50, 70 salariés, je ne sais plus exactement. Et ils font du gros volume avec des fenêtres, pour des grosses productions et ainsi de suite. Et en fait, dans leur démarche commerciale, où ils avaient besoin de présenter leur activité à leurs clients, ils ont eu besoin de ce film d'entreprise pour pouvoir montrer que leur entreprise est une véritable industrie et pas simplement un petit menuisier qui simplement est un artisan pour pouvoir se démarquer. Et c'est dans ce sens-là que ça servait. C'est-à-dire que dans le contexte, il n'est pas question d'envisager de faire 1 million de vues sur la vidéo corporate de l'entreprise. Ça, c'est pas le but. Par contre, sur les quelques personnes à qui elle sera susceptible d'être montrée, là, on a vraiment l'impact qui permet de montrer la dimension et de montrer ce qu'elle est. Et c'est vraiment puis sa crédibilité. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est un point qui est essentiel dans ce type de production. Mais vous, pour en revenir au sujet de l'industrie, de votre activité, vous pensez que c'est quoi le type de vidéo le plus utile à un industriel, le type de vidéo, le type de photo le plus utile à un industriel, en dehors des photos de produits sur fond blanc qui sont classiques? Si on parle de vidéo, moi c'est plutôt le tuto. Ouais, aujourd'hui, on parle de cette vidéo-là, oui, ça a un intérêt sur certains canaux comme les sites web, ou alors pour une campagne, mais chez les industriels, on va pas avoir beaucoup de campagnes de communication payantes. Ce qu'on va montrer aujourd'hui beaucoup, c'est, oui, des démonstrations produits, des tutos, qu'on va pouvoir mettre sur YouTube ou sur LinkedIn. Le but, c'est de montrer son expertise, c'est d'être crédible au vis-à-vis du client. Voilà, de montrer sa crédibilité, son expertise autour du produit. Je pense que c'est ça le plus efficace aujourd'hui chez les industriels. Et dans cette logique-là, les témoignages clients? Les témoignages clients, les cas clients, j'en ai pas vu beaucoup en vidéo. Ouais. C'est des choses que je vois pas tellement en vidéo. Par contre, sur des infographies, oui. Mais c'est vrai qu'en vidéo, ça pourrait être très, très intéressant. Ouais. Je pense, ouais. Il y a des boîtes qui font beaucoup ça, mais c'est vrai que sur l'industrie, nous, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. On nous a jamais demandé... Pas encore dans les codes, je pense. Encore une fois, je pense aussi parce qu'on est en B2B. Ouais. C'est-à-dire que le client de l'entreprise industrielle, si elle est en B2B, c'est pas le client final utilisateur. Oui. Donc, demander un avis à quelqu'un qui, en fait, de l'autre côté, va être un acheteur du produit, qui va être intégré dans un autre produit, c'est plus compliqué. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et ok, bon, je suis un peu dévié, hein, mais vous ne voudrez pas. En fait, voilà. Selon vous, en tant qu'agence ou en tant qu'ex-dire marketing, quels sont les formats et les contenus visuels les plus efficaces? Ça, on l'a déjà vu. Moi, j'avais la question sur on parlait notamment de photos tout à l'heure et de catalogue. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de place au print? Ou est-ce que le print, c'est un média qui a vocation à disparaître, et particulièrement dans le cas de marketing B2B? Je vais avoir une réponse un peu nuancée quand même. Moi, je pense qu'il y a encore une place pour le print. Par contre, c'est clair que c'est en train de se réduire. Avec le digital, tout est plus digitalisé, même les catalogues. Aujourd'hui, on les retrouve sur les sites internet. Mais même dans l'industrie, surtout, je trouve qu'il y a encore une place pour les catalogues généraux.
voilà, où on retrouve tous les produits d'une entreprise, ou même des brochures papier qu'on vient prendre sur un stand, sur un salon. Ça se fait encore beaucoup. Ouais. Je pense aussi. Ouais. Le papier, c'est bien plus impactant. Ouais. Par contre, c'est encore une fois pas pour les mêmes objectifs, pas pour la même stratégie. Un catalogue papier, ça va être quelque chose que le client est censé garder. Il est là sur son bureau et il faut qu'il l'ait sous la main pour pouvoir le consulter, le toucher. Ouais, je sais que j'ai toujours tendance à penser qu'une belle image, mais de la même manière qu'un beau papier, reste beaucoup, beaucoup plus en mémoire que quelque chose qu'on a vu sur un écran. Et pas sûrement pour le côté figé, mais c'est l'impact est vraiment beaucoup plus important. Et pour que les gens se souviennent de soi, si on passe pas par encore un minimum de print, effectivement, je pense que c'est dommage. Nous, pour se poser la question aussi dans notre vie précédente, on s'est tous à un moment donné posé la question, est-ce que c'est toujours utile d'avoir un catalogue papier? Aujourd'hui, on peut avoir des catalogues en ligne qu'on peut y être en ligne. Et il y a des services en particulier. Nous, on a vu au niveau de la maintenance, au niveau des bureaux d'études, en fait, ils aiment bien avoir leur catalogue sous la main parce que quand ils sont dans leur calcul ou dans la recherche d'une solution pour un problème, etc., ils ont ça sous la main, ils regardent, ils cherchent, ils regardent les dimensions et en fait, ils se servent de ça directement, plus facilement qu'un écran. Alors peut-être dans les services maintenance, etc., peut-être ils sont aussi moins équipés en informatique encore, suivant où ils sont, parce qu'ils peuvent se trouver n'importe où dans l'usine et pas être forcément... Alors les catalogues, ils les retrouvent facilement, ils savent où ils sont et on en a vu beaucoup et nous, on avait essayé de réduire un petit peu. Et on s'est rendu compte que maintenant il y a des gens vraiment qui utilisaient encore pas mal de papier et aussi beaucoup à l'international. Étrangement, il y a quand même des zones où les gens sont encore très papier, très print. Ils aiment ça. Après, évidemment, le risque, encore une fois, le papier, si c'est une édition qui date d'il y a 10 ans, peut-être aujourd'hui, les données qui sont dedans sont plus à jour, sont pas bonnes. Et c'est aussi le risque du print. Ouais. Donc, oui, est-ce que c'est vite engager des gros montants dans la production pour quelque chose qui peut pas être mis à jour parce que c'est ça. À partir du moment où on s'embarque dans de la production imprimée, si vous faites 10 000 catalogues et qu'il y a 5 références qui n'existent plus au bout de 2 ans, votre catalogue il est obsolète en soi. Sauf que le client, lui, ne le sait pas forcément. Oui. Et ça, c'est quand même très genre. Problématique. Mais par contre, je pense qu'effectivement, dans une démarche de communication, donc pas forcément sur du catalogage complet, mais sur de la notoriété de marque, je dirais, le print a encore poids parce que justement, il est très impactant, beaucoup plus que ce qu'on voit sur un écran. Et dans un autre contexte, mais c'est la même contrainte de l'obsolescence, les notices papier, ça reste quand même toujours plus facile que les notices sur un ordinateur ou sur un écran qui est microscopique au final. Comme consommateur, on est tous pareils. Si on reçoit un produit à la maison et qu'il n'y a pas la notice papier dedans, s'il faut aller la chercher, c'est toujours plus compliqué. Ouais, carrément. Si on l'ouvre, on se dit, mais il n'y a pas la notice, en fait. Ouais, carrément. On sait qu'on va la trouver quelque part. Surtout sur des équipements un minimum technique, en fait. Je sais que ça peut paraître basique, mais par exemple, quand j'ai acheté ces micros, moi, je suis pas du tout calé dans le son, c'est pas mon domaine, même s'il a fallu par la force des choses s'y intéresser un minimum. Et je sais que j'ai pas été capable de faire fonctionner les micros correctement, c'est-à-dire d'être, comme on est là où on peut parler à 30 cm, avant d'aller chercher sur Internet à quoi correspondait tel et tel élément, parce que c'est pas naturel en fait. Et pour une télé, on peut se passer d'une notice technique. Une télé, tout le monde s'allume une télé, c'est basique. Mais dès qu'on arrive sur des équipements à minimum technique, il y a des spécificités que tout le monde ne connaît pas forcément par défaut, même si on est amené à l'utiliser dans tous les jours, dans tous les cas. Ça va? Dans quelle mesure l'utilisation du contenu généré par les utilisateurs peut-elle être bénéfique dans une stratégie marketing? Là, comme je sais que vous faites exclusivement du B2B,
Je pense que c'est extrêmement rare que ça se produise. Mais si dans le meilleur des mondes, ça finissait par arriver, est-ce que vous penseriez que ce serait utile ou au contraire néfaste à la communication des entreprises? Moi, je pense que ça peut être toujours utile. Honnêtement, les meilleurs vendeurs, des fois, c'est les clients. Là, c'est comme une recommandation. L'UGC, c'est une recommandation finalement du client qui est satisfait, qui aime la marque et qui est fier d'utiliser cette marque. Donc, je vois pas. Pour moi, c'est très intéressant. Après, encore une fois, en B2B, on le voit. Le danger, c'est l'avis négatif. Hein. Ah oui, alors, mais Et en fait, alors, c'est vrai que je suis partie du postulat où l'UGC était positif, c'est-à-dire voilà. C'est surtout C'est un avis positif sur la marque. quand j'ai écrit cette question, l'idée c'était surtout que l'UGC avait tendance à générer du contenu un peu à l'arrache, quoi. Et par définition, qui va vite contredire le travail photographique ou de production audiovisuelle qui serait généré dans une démarche de communication pour l'industrie directement, et donc avec un rendu qui serait pas propre, qui serait finalement peu flatteur à l'image de l'entreprise. Et du coup, je me demandais, est-ce que le fait que ce soit recommandé par un utilisateur final, mais avec une qualité visuelle qui est pas voilà, l'image de marque, et toujours bonne à prendre en comparaison avec quelque chose qui est produit et qui finalement est écrit pour l'entreprise. Alors honnêtement, je sais pas si on a la même réponse, hein, mais dans l'industrie, on a déjà une énorme problématique de base sur les visuels. Je pense que les clients ont l'habitude aussi d'avoir des visuels qui sont pas forcément toujours très flatteurs des produits. Donc ça me paraît pas être aujourd'hui, oui, un énorme problème, mais parce qu'encore une fois, les industriels ne travaillent pas assez leur image de marque. D'une certaine manière, travaillent pas assez ou n'ont pas forcément conscience de leur image de marque, on va dire plutôt. Ça, c'est vrai que même si c'est quand même de plus en plus le cas. Oui, c'est en train de parce que ça se voit depuis 7-8 ans, on commence à avoir vraiment des industries qui cherchent à avoir des belles images. Effectivement, il y a quand même, pendant très très longtemps, on a eu des photos de catalogue qui étaient le produit photographié sur la dalle de béton de l'entreprise. C'est ça, et nous, on l'a vécu. Je pense qu'il y a une énorme problématique chez les industriels. Déjà, parce qu'en plus, ils veulent prendre leur produit en fonctionnement une fois qu'il est installé chez le client. Donc, chez le client, qui est chez le client, c'est le commercial qui va utiliser son smartphone et qui va prendre le produit quand il est installé. Ou alors c'est l'installateur lui-même. Et du coup, on se retrouve avec des visuels qui ne sont pas professionnels. Et donc, on a eu l'habitude dans l'industrie d'utiliser ce type de visuel déjà. Donc, oui, clairement. Finalement, c'est proche de l'UGC. Oui, complètement. Alors que je comprends bien la problématique pour une entreprise qui a énormément travaillé son image de marque, ses visuels, son identité graphique avec des photographies professionnelles, d'avoir une image médiocre générée par un client. Oui, ça peut, en effet, il peut y avoir une différence d'image de marque. Surtout dès parce qu'en fait, l'industrie en France, et je parle bien en France, on est, tout le monde le sait que le coût du travail est important, le coût des charges sociales est important, et donc par définition, l'industrie française, ce qui est produit en France, se doit d'être positionné sur du segment haut de gamme ou moyenne gamme, mais moyenne, plutôt haut de gamme, quoi qu'il en soit. Toutes les industries qu'on peut avoir en France et qui tournent sont positionnées sur du haut de gamme. Et c'est quand même
dommage d'aller nuire à son à son image par des visuels qui sont mal produits en fait, et de la même manière par un site web qui date d'il y a 25 ans. Et c'est quand même quelque chose qui était très 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 présent jusqu'à il y a finalement assez peu. Moi, c'est vrai que ça devient quand même de plus en plus rare de voir des entreprises qui nous contactent avec des sites qui en HTML et qui n'ont pas évolué depuis 30 ans. Mais oui. J'en vois plus d'autres. Ça fait 30 ans. Surtout que ça existe peut-être même pas. Oui, c'est qu'elle est devenue dans ça. Ça fait vraiment être tout. C'est ça. Mais enfin, en tout cas, ouais, vous me rejoignez complètement là-dessus. Et pensez-vous que dans une... alors ça, c'est vraiment dans le cadre des... Non, c'est valable d'ailleurs, parce que ma question va être valable aussi bien pour les photos de produits que pour les films corporate. Pensez-vous que ça doit être un reflet fidèle à la réalité, ou au contraire laisser une place importante à la cinématographie ou aux retouches sur un point de vue photo, dès qu'on arrive dans un cadre de publicité et afin de sublimer complètement les produits ou l'industrie. C'est-à-dire que vraiment, le sens de ma question, c'est est-ce que vous pensez que quand on fait un film d'entreprise, pas dédié à l'industrie, ou des photos de produits, on doit être le plus proche de la réalité du lieu ou du produit, ou au contraire avoir quelque chose de particulièrement esthétique et absolument impeccable dans la forme. Qu'est-ce qui est le... Alors moi, je vais encore une fois avoir une réponse nuancée, mais je pense un peu des deux. Dans l'industrie, justement, on va essayer que ça colle quand même le plus possible à la réalité, mais tout en essayant de la sublimer. Alors, il n'est pas question de retoucher tellement un produit que quand le client le recevra dans sa boîte, ça n'est plus rien à voir. Il faut quand même que le produit, on le reconnaisse, qu'on reconnaisse sa fonction, mais on peut aussi le rendre beau, que ce soit en ayant une direction artistique un petit peu autour, en essayant peut-être de le mettre dans un autre environnement, un autre contexte. Enfin voilà, il y a des choses belles quand même, même dans les produits industriels, il faut juste savoir les montrer et montrer les bonnes choses. Voilà, je veux dire, même dans une usine, on va pas aller montrer l'endroit tout sale, où rien n'est rangé, ça n'a pas de sens. On va aller montrer les machines en fonctionnement, les opérateurs derrière les machines, il y a plein de beauté là-dedans. Ah non mais ça je suis complètement d'accord. Je ne vais pas aller dans la retouche. Là où je te rejoins un peu, c'est sur l'aspect factuel des choses, notamment sur des photos de produits, par exemple. Dès qu'on est sur les appareils photo et l'éclairage au flash font ressortir le moindre défaut sur quoi que ce soit. Si tu as quelque chose en métal, par exemple une bague, et que tu le photographies, par défaut, tu vas avoir toutes les micro-rayures qui vont apparaître. Même un objet qui est beau pour l'œil, comme ça, quand on le regarde, il va vite être particulièrement laid lors de la prise de vue. On l'a connu aussi, parce que du coup, on avait des photos de pièces mécaniques en acier et on était obligé de les retoucher un minimum. On est totalement d'accord. Après, sans le dénaturer, c'est ça que je veux dire. Oui, il y a un entre-deux à trouver. Oui, c'est ça. Faut pas... Entre la retouche et complètement dénaturer le produit, qui soit tellement beau et brillant sur la photo que finalement ça en devient trop clinquant pour être vrai. Voilà. C'est vrai que ça, par contre, j'ai vu aussi effectivement des choses où les retouches étaient tellement poussées que le produit n'avait plus du tout de réalisme et ressemblait à de la 3D. Et ça colle pas parce que le client final, il doit le distributeur doit retrouver son produit quand il l'achète. Et ça, d'ailleurs, on l'avait pas mal eu avec, alors c'était pas l'industrie, mais sur des bouteilles de champagne, où il faisait appel, il y a eu une tendance il y a quelques années où beaucoup de viticulteurs faisaient appel à des boîtes de 3D pour faire leur packshot de bouteilles. Et finalement, ces boîtes-là, ces maisons de champagne, nous recontactaient en nous disant on a des packshots, ils sont beaux, ils sont propres, mais c'est pas la réalité du produit. Tellement tout est lissé, tout est impeccable. Et donc, effectivement, il y a un certain compromis à trouver entre le bon rendu, en faisant abstraction des défauts, et le rendu flatteur, qui d'une certaine manière quand même dénature un peu
ce qu'est le produit à proprement parler, mais sans que le spectateur puisse s'en rendre compte. Et sur un point de vue industriel, par contre, alors moi, je suis fasciné par les usines. C'est un truc que je trouve extrêmement graphique, même quand c'est très sale. Mais par contre, je trouve que les usines ont toujours une lumière fade, mais fade au possible. Sauf vraiment cas exceptionnels, comme ça avait été par exemple chez IBM, où il y avait des lumières par au-dessus orange qui contrastaient avec d'autres lumières blanches, et du coup il y avait des variations de lumière de température de couleur qui étaient assez importantes, et c'était très graphique. Mais par contre, dans la plupart des cas, c'est très neutre avec des grandes rangées de néons, et moi je trouve que c'est moche. Et donc, quand on fait de l'industrie, on a tendance à totalement dénaturer l'atmosphère en rééclairant chaque scène pour que ça soit graphiquement beaucoup plus beau. Mais par contre, du coup, c'est pas la réalité du lieu, en fait. C'est juste une relecture. Oui, mais ce qui va changer, c'est les éclairages, la façon de le mettre en valeur. Mais ça va pas être un truc complètement fictif. Non. Ça va rester l'usine, ça va rester les machines, ça va rester les gens. Et ça, c'est ça l'essentiel. En fait, c'est savoir mettre ça en valeur. Et moi, je trouve qu'apporter un éclairage différent pour mettre en valeur tout ce qui est dans cet espace, c'est ça le travail de qualité d'un photographe ou d'un vidéaste, finalement. Eh ben, on est entièrement d'accord. Sinon, moi, je viens avec mon smartphone et puis je prends une vidéo. Voilà, et puis, c'est pas la même qualité. C'est le but recherché, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Si c'est pour mettre des photos produits détourés dans un catalogue, faut quand même que ce soit le plus proche possible de la réalité, en essayant effectivement d'enlever peut-être les quelques défauts visuels qu'on pourrait voir apparaître par la prise de vue en soi. Après, il y a aussi, moi j'ai vu des campagnes dans des domaines industriels où ils ont complètement détourné le truc, en fait. Et je me souviens, alors, je ne vais pas citer la marque non plus, mais il y avait une campagne à un moment donné qui avait été faite par un roulementier. Donc, c'est des roulements, des petites pièces comme ça, avec des petits roulements à billes dedans, etc. Et ils avaient détourné ça en forme de vague, en fait, comme si c'était une bague, et présenté dans une magnifique boîte en velours, bijoux, trucs sublimés à fond. Ça, c'était purement pour une campagne. Et je trouvais l'idée magnifique, en fait. Et là, on détourne complètement l'objet de son utilisation finale, c'est juste mettre en avant la qualité produit et pour le coup, sur un concept comme ça, alors je pense que je l'ai vu ou alors ça a été repompé, mais parce que ça me dit vraiment quelque chose. Mais ça, l'intérêt, c'est que je trouve qu'on a, en une image, on comprend tout à fait le niveau de gamme du produit. C'est le positionnement, il est clair. Et ça, c'est carrément génial. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est un peu trop mis de côté dans l'industrie, et particulièrement dès qu'on est orienté sur du B2B. Le fait de se permettre de sortir des standards et des normes pour caractériser l'image et caractériser l'entreprise. c'est ça. Et ça, se différencier aussi, le coup. Voilà. Détourner l'utilisation du produit pour plus parler d'autre chose, de la qualité, des valeurs, et le mettre dans une scénographie complètement en dehors de son utilisation standard classique. Dernière question, enfin, car c'est toujours le sujet de ma dernière question. L'utilisation de l'IA est-elle bénéfique pour la production d'images dans une communication industrielle ? Est-ce que vous pensez que l'utilisation de ChatGPT est utile, ça c'est évident. Est-ce que faire générer des images par IA a un sens et un intérêt par rapport à une communication industrielle aujourd'hui ? Alors je vais parler, moi j'ai l'habitude d'utiliser, j'utilise toutes les deux, mais pour ma part plus sur la partie contenu. Pour la partie visuelle, c'est plus Morgane. Ouais. En fait, comme tout dans l'IA, pour moi, ça peut être bénéfique, il faut juste l'utiliser à bon escient. Il faut l'utiliser de façon correcte et savoir ce qu'il faut utiliser et ce qu'il ne faut pas utiliser et pourquoi on l'utilise. La génération de visuels sur l'IA, moi je trouve que c'est génial pour des tâches à peu de valeur ajoutée, ou des choses dans des vidéos un peu snack content, des vidéos courtes où il faut faire presque plus de quantité que de qualité. Là, on va gagner un temps fou. Même dans je trouve que l'IA aussi élargit le champ des possibles pour
pour les gens qui n'ont pas forcément de gros budget ou pas de temps, ça permet de générer des choses très facilement, très rapidement. Ou genre pas la fille créatrice. Oui, aussi. Comme moi, tu vois, des fois, j'écris les prompts pour qu'ils me fassent un truc, c'est juste parce que moi, s'il faut que je me mette à faire de l'infographie, c'est... Mais pour moi, tous ces visuels générés par IA ne remplaceront pas un photographe. Voilà, clairement, je trouve qu'il y a encore un petit peu de chemin, déjà. Même si c'est clairement bluffant sur certaines choses, il y a encore un petit peu de chemin. Et non, pour moi, alors, ça remplacera pas l'humain, ça remplacera sur certaines tâches. Voilà, sur certaines choses où il y a besoin de peu de budget ou de... Voilà. Enfin, tout ce qui a peu de valeur ajoutée. Alors, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Parce que, bien évidemment, au début, l'IA, ça fait peur. Et après, tu l'apprivoises et tu te dis, c'est génial, mais les limites sont là. Et heureusement, dans ce contexte, il y a un problème majeur à l'IA, c'est l'absence de réalisme. C'est pas... jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire une photo avec un smartphone et la balancer dans une IA et ressortir le bon produit avec la bonne forme précisément, mais avec un rendu ultra flatteur comme si ça avait été fait dans un contexte studio. Ça, est-ce que ça finira pas par arriver ? Moi, j'en ai bien peur que si. Par contre, dans tout ce qui est tuto, on remplace pas, on pourra pas faire on pourra pas le remplacer par de l'IA. Tout ce qui est valorisation de la marque employeur, on valorise pas les employés avec un employé en image artificielle. Oui. Ça ferait tâche. Et par contre, je pense que sous-estime. Tu penses qu'il y a que ça finira après ? Je pense qu'on sous-estime la capacité des gens à être inventifs sur ces sujets-là. Ah ouais, ça, c'est sûr. Je parle pas d'IA. Je parle des gens et de leur capacité inventive à aller utiliser ces sujets autour du fake, parce que c'est aussi le problème de l'IA aujourd'hui, et en particulier avec l'image, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y en a quand même certaines où on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, et c'est là que ça devient inquiétant. Et j'ose espérer que les industries vont continuer à rester sur du factuel comme elles sont aujourd'hui, sur de la réalité, et pas aller chercher des choses complètement hors contexte, qui sont pas du tout liées à ce qu'elles vont vendre derrière. Parce que de toute façon, les réputations des entreprises derrière, ça va être problématique. Donc, qu'on améliore un visuel, qu'on améliore une image, qu'on serve de l'IA pour ça, pourquoi pas. Mais de là, faut rester sur de la réalité. Et je suis pas sûre. Aujourd'hui, effectivement, je pense pas qu'on en soit encore là, mais tout est à la vitesse où ça progresse, ces trucs-là. On ne sait vraiment pas où ça va s'arrêter. Et par contre, il y a quand même un petit problème dans tous les cas sur un usage strictement communication. Tout ce qui est fait par IA, le droit d'auteur en soit dessus. Hein. Ah oui. Et donc, aujourd'hui, je te génère une image pour ton entreprise qui est une image entièrement générée par IA. Ton concurrent décide de réutiliser cette image. Aucun moyen de contrôler. Non. Et je pense que les gens qui s'embarquent actuellement dans des campagnes de communication, quel que soit le domaine, full intelligence artificielle, vont droit dans le mur à un moment ou à un autre, parce que ça va forcément venir à l'idée du concurrent d'aller réexploiter la campagne de la même manière, voire pire, de la détourner. Et parce qu'il n'y a pas de recours possible. On a vu dans notre métier précédent des visuels qui ne sont pas du tout faits par IA, qui datent d'il y a plus de 20 ans, 30 ans, qui ont été faits par le bureau d'études, les dessinateurs, et que tu retrouves chez les catalogues de tes principaux concurrents. Parce que vous allez déjà le piquer, est-ce qu'en me prenant en photo dans le catalogue, réutiliser. Donc, voilà, comme quoi c'est le détournement, c'est... mais là, par contre, mais ça, c'est attaquable. Mais ça, c'est attaquable si tu le prouves, en fait, que tu es à l'origine du truc. Mais c'est compliqué quand c'est des choses anciennes comme ça. Et après, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas se donner un peu la peine de le refaire légèrement différemment pour le personnaliser. Voilà. Mais clairement, oui, on l'a vu aussi avant déjà. Effectivement, ça aurait pu être attaquable à condition d'avoir... de pouvoir justifier que tu es à l'origine de la création, ce qui n'est pas toujours évident non plus, même quand c'est tes propres créations. Oui.
Et du coup, je rebondis juste une toute petite dernier point, donc en lien avec l'IA. Donc, tu penses que le snack content, Qui a un intérêt pour... alors, le snack content, oui, je pense que l'IA a un intérêt, mais dans des choses très particulières où, par exemple, ça va être des sujets très génériques. Déjà, le fameux snack content, c'est un sujet sur lequel on a déjà échangé, toi et moi. Sur du B2B, à quoi ça sert? Alors, le snack content, alors pour ceux qui ne savent pas aussi ce que c'est peut-être, c'est tout ce qui est vidéo verticale sur les réseaux sociaux qu'on va scroller quand on a 2 minutes. Et donc, ça va être des vidéos très courtes, très percutantes. Donc oui, il faut aller chercher un petit peu l'attention. Donc, on perd vite l'attention sur les snack content. Le but du snack content, c'est surtout d'être un peu, comme on dit, top of mind. C'est-à-dire de rester dans la tête de l'utilisateur. Il va voir ma marque, il va s'en souvenir. Ah ok, lui je l'ai vu, je reconnais, c'est cette marque-là. Et donc c'est ça le but du snack content, c'est que d'exposer le prospect ou l'utilisateur ou le client à la même marque jour après jour. Ouais. Mais c'est tout, c'est une durée de vie extrêmement courte, le snack content. Et comme tu aimes bien ma petite image, je vais la dire. T'es pas forcément le but. Non, c'est vrai que le snack content, moi j'aime bien le comparer un peu au fast-food. Voilà, le snack content, c'est comme quand on mange un burger, le lendemain on est déjà passé à autre chose. Voilà. Alors que d'autres vidéos, c'est plus du gastro. Voilà, le snack content, c'est du fast-food. On passe direct à autre chose le lendemain. C'est pas fait pour rester. Ça n'a pas une durée de vie très longue. Et donc, par extension, pour toi, le snack content ne vaut pas vraiment la peine d'être produit. Et de l'IA fait tout à fait le job, un smartphone fait tout à fait le job, à partir du moment où la marque remonte dans les stories, en fait, quoi. Alors ça, il faut quand même un minimum de qualité aussi. Il ne faut pas non plus partir dans des choses très médiocres. On n'est pas dans du TikTok ou... Voilà, surtout nous dans le B2B, on est sur LinkedIn, on est sur YouTube, même si on est en short, en YouTube short, il faut quand même un minimum de qualité parce que, encore une fois, c'est de l'image de marque. Donc, si la vidéo elle n'a pas de valeur, c'est-à-dire qu'on n'apporte pas quelque chose à celui qui la regarde et qu'en plus elle est moche, clairement, non, on n'a pas fait le job non plus. Voilà. Faut trouver le juste équilibre. Voilà, vaut mieux des fois pas en fait que de faire vraiment n'importe quoi. Voilà. Moi, dans ma vision des choses, moi, je déteste les vidéos verticales. Ça, je pense que j'ai dit dans à peu près chaque podcast et que j'en dirai à peu près à tous. C'est un non-sens, je ne comprends pas. Et je vous invite à regarder le syndrome de la vidéo verticale sur Google. Vous cherchez, vous allez voir, et je pense que ça n'a pas bougé 20 ans plus tard, 10 ans plus tard. Faut vivre avec son temps. Et donc pour moi, le snack content, ça a du sens effectivement pour rester dans la tête avec une présence constante sur certains réseaux. Moi, d'une manière ou d'une autre, je fais même par rapport à l'image de ma boîte, c'est ce que je fais en publiant très régulièrement sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn particulièrement. Mais dans notre contexte d'activité, nous, ça reste exclusivement des déclinaisons d'autres vidéos beaucoup plus importantes. Et c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la production qui est low cost et qui est rapide. On est sur un remontage d'autres productions beaucoup plus importantes. Sinon, je pense que ça nuit à notre image et ça nuit à l'image du client. Et c'est pas comme ça qu'on se positionne. Et c'était le mot de la fin. Merci à Industriel, Pascal et Morgane d'être venus participer à mon podcast du fauteuil noir. Merci. Et bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Le podcast de fauteuil noir. Le fauteuil noir.